Et l'intitulé de son exposé est affiché derrière moi. Jean-Luc, tu as la parole. Merci Christophe. Donc je vais essayer de parler de bioéconomie et innovation dans la filière forêt-bois, ou dans la filière bois. Donc je vais d'abord développer quelques réflexions liminaires sur ce qu'est la bioéconomie, ce que sont les innovations, peut-être ce qu'est la filière forêt-bois. Et puis j'essaierai de raisonner sur quelques exemples pour arriver à des conclusions sur la façon dont je vois les innovations par rapport à la gestion forestière et par rapport à la recherche. Alors bon, ma réflexion n'est peut-être pas complètement aboutie, hein, donc je suis preneur d'une discussion avec vous. Alors, l'innovation a été fortement mise en avant, en particulier par la stratégie Europe 2020, et puis par le programme cadre pour la recherche et l'innovation, donc qu'on appelle Horizon 2020. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut voir derrière l'innovation? Je pense qu'il peut y avoir trois mots-clés. Il y a l'aspect de nouveauté, il y a l'aspect d'amélioration, évidemment. Alors, parfois, cette amélioration peut être relativement progressive, suivant les acceptions, et de temps en temps, plus marquer une rupture. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a le mot « mise en œuvre », et qui marque aussi l'ajout d'innovation dans le programme H2020 de l'Union européenne, parce que c'est plus finalisé encore que la recherche finalisée, je pense, dans l'esprit. Donc c'est le mot mise en œuvre, en fait, qui, de mon point de vue, signifie ça. Alors, par ailleurs, donc, il y a différentes catégories d'innovation. Là, je me réfère au manuel d'Oslo de l'OCDE, qui date déjà de 2005, en tous les cas dans sa version 3, je pense, si je ne fais pas d'erreur, parce qu'il y avait déjà eu 2 versions auparavant. Donc il distingue 4 grandes catégories d'innovation. Il y a la catégorie produit, donc qui peut être un bien ou un service. Il y a la catégorie procédé, donc qui peut être pour la production ou pour la distribution. Et puis dans le 3e manuel, ils ont ajouté 2 catégories, qui sont la catégorie de commercialisation, donc qui comprend la conception, le conditionnement, la tarification, la promotion, enfin j'ai raccourci la ligne. Et puis il y a l'innovation d'organisation, donc qui porte beaucoup sur l'amélioration des performances, la réduction des coûts, et les méthodes d'organisation aussi, la définition précise de l'organisation, alors surtout dans l'entreprise, mais je pense qu'on pourrait extrapoler ça aussi à l'action publique. Et puis ces 4 catégories, en fait, elles peuvent se retrouver à l'intérieur d'une même innovation, finalement, assez fréquemment, ce qui crée effectivement une 5e innovation transversale aux 4 autres, ou les ajoutant. Alors, quand on parle d'innovation, souvent on pense beaucoup innovation technologique, c'est-à-dire produit ou procédé. Mais en fait, du point de vue économique, je vois beaucoup aussi les 2 autres types d'innovation, donc commercialisation et organisation. Et donc, il ne faut pas, je pense, perdre ça de vue, surtout quand on se demande comment l'innovation interpelle la gestion forestière. Donc l'innovation est plus large que la seule innovation technologique, elle recoupe donc souvent plusieurs catégories, et certaines catégories sont très larges. Donc moi je vais insister sur le fait d'avoir une vision globale, hein, de l'innovation, donc je commence à y insister déjà ici. Donc elle inclut effectivement forcément l'économie, donc c'était assez visible au niveau de la commercialisation, avec les aspects de tarification, et au niveau de l'organisation avec les problèmes de coûts et de performance. Mais je dirais que même l'innovation technologique ne peut se passer d'économie. Bon, c'est un peu le syndrome du Concorde, en fait, avion qu'on avait conçu surtout pour ses performances technologiques, mais on avait peut-être un peu oublié comment on allait le vendre, et puis peut-être même que du point de vue technologique, on n'avait pas tout pris en compte. Mais... Et donc, les technologies doivent être à des prix abordables, et puis il faut que la mise en œuvre soit vraiment viable. Donc c'est pas qu'une idée qui est susceptible de marcher dans certaines conditions, il faut que ça puisse marcher vraiment dans la réalité, et donc que ce soit du point de vue économique utilisable. Et donc l'économie est au cœur de l'innovation.
Alors, le deuxième terme, c'était celui de bioéconomie, bon, parce qu'il est à la mode, donc là aussi, il vient de la stratégie d'innovation pour une croissance durable. Donc, la Commission européenne a édicté une stratégie sur la bioéconomie qui mentionne le terme d'innovation, donc il y a des liens très forts entre les deux. Et donc, il s'agit d'établir une croissance intelligente, donc fondée sur la recherche, notamment, durable, donc qui est en lien avec le développement durable, et inclusive parce qu'elle doit être aussi sociale et on pourrait dire environnementale. Alors, la bioéconomie, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs acceptions, mais bon, a priori, c'est une économie des ressources biologiques. Mais je pense que c'est beaucoup plus que l'économie des seules avancées biotechnologiques. Ça va au-delà des filières de production et donc vers des visions plus systémiques, avec donc une application finalement du développement durable qui donne une priorité aux ressources renouvelables et aussi au caractère parcimonieux de la gestion qu'on en fait, avec le rendement matière, le recyclage, la récupération en fin de vie, etc. Donc la bioéconomie, en fait, elle appelle mécaniquement de l'innovation. Elle invite à analyser les problèmes de façon globale et au niveau politique, en tous les cas, à concilier des diverses politiques, des ressources naturelles en particulier. Donc je considère qu'elle promeut une vision systémique, en fait, des activités de production fondées sur le vivant. Alors j'en arrive maintenant à la filière et à ses défis. Parce que, parmi les défis qui s'imposent à la filière, il y a en particulier celui de saisir les opportunités que présente la bioéconomie en tant que telle, mais tout en satisfaisant deux grands autres défis. Donc, le premier, faire face à des attentes multiples et croissantes, et le deuxième, s'adapter à un environnement changeant, risqué et incertain. Les trois défis étant eux-mêmes très liés, et donc je pense qu'on ne peut pas en fait les déconnecter. Donc c'est pas parce que j'ai le mot bioéconomie que ici en haut que je ne dois pas tenir compte du reste. Alors juste quelques petits mots supplémentaires sur les attentes multiples et croissantes, parce qu'elles sont forcément très prégnantes ici, où on peut évidemment en discuter, parce que je préconise en fait une vision globale, mais on pourrait me dire, mais spécialisons les lieux de production et raisonnons filière par filière sur chaque terrain. Donc je pense que c'est important quand même d'avoir en tête que, quelle que soit la stratégie qu'on a, chaque peuplement de forêt remplit plusieurs fonctions ou assure divers types de services écosystémiques et qu'ensuite c'est à nous de les gérer ou de les ignorer en fait. Donc si on a une vision très spécialisée, c'est peut-être qu'on en ignore totalement certains et pourtant ils sont là. Donc il est quand même important de prendre en compte ces divers services écosystémiques, éventuellement de gérer leurs contradictions quand il y en a, donc ils ne sont pas forcément contradictoires, ou en tous les cas ils le deviennent dès lors qu'on se spécialise trop, justement. En tous les cas, il me semble important de garder en tête que ces attentes multiples ou ces services écosystémiques sont très interdépendants, c'est-à-dire que donc à une certaine époque, on a beaucoup surfé, si je puis dire, sur l'effet de sciage, c'est-à-dire considérant que puisque la production dès lors qu'on gérait bien la production de bois, on gérait bien les aspects environnementaux ou écologiques et on avait une forêt favorable à l'accueil du public. Donc on considérait que la plupart des services écosystémiques étaient 100% compatibles avec la production de bois, en poussant le bouchon un petit peu loin. Bon, ensuite on s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, et puis on voyait bien qu'on avait tendance à faire payer à la production de bois éventuellement d'autres services, ça fait que c'était pas neutre
d'assurer ces autres services, qu'il fallait quand même investir et dépenser de l'argent. Donc on s'est dit, c'est pas à la production de bois de payer tout ça, il faut considérer les différents services séparément. Et de mon point de vue, on a parfois eu tendance à ignorer les interdépendances qui existaient avec ces services. On est passé à un système où on avait tous les services traités en parallèle. Et donc où l'énergie était traitée par la politique de l'énergie, les problèmes d'eau par la politique de l'eau, etc. Et en fait, donc je pense qu'un des gros enjeux, c'est de bien restituer les interdépendances qu'il y a, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans une dépendance 100%, ni dans une dépendance 0%, on est entre les deux. Et donc pour bien gérer la forêt, il faut être bien en mesure de traiter ces interdépendances. Voilà donc le contexte général. Donc l'innovation finalement interpelle forcément la gestion forestière. Elle le fait globalement de mon point de vue et non pour chaque innovation. Le cas du bois peut difficilement être traité séparément à cause de ces interdépendances. L'ensemble des services écosystémiques doit être pris en compte et souvent une approche multicritère permettra de le faire. Et puis il faut aussi se placer dans un cadre temporel et adapté, j'y reviendrai ultérieurement. Alors je voulais prendre un premier exemple qui est celui des taillis à courte révolution. Donc je dirais là, a priori, c'est une innovation de procédé, en tous les cas là au niveau sylvicole et pas au niveau du bois directement, puisque là le circuit est très court, puisqu'il s'agit en général d'utiliser la biomasse directement pour de l'énergie. Donc il y a toujours un fort intérêt pour ce procédé de production de biomasse. Il y a eu de nombreuses analyses techniques. Moi j'ai assisté à beaucoup de présentations sur les taillis à courte révolution. Rarement on adjoint une analyse économique à l'analyse technique, donc ça me gêne un petit peu. Bon, dans la réalité, il y a relativement peu de surfaces existantes également de taillis à courte révolution, et donc ça m'a interrogé. Donc une question que j'ai tendance à me poser, c'est quelle est la rentabilité économique? Donc il y a quand même quelques études qui en parlent. Donc pour la France, je fais référence à l'analyse de Franck Lecoq dans des travaux qui étaient coordonnés par Stéphane de Cara, donc qui faisait état d'une assez faible rentabilité de ce mode de gestion. Et puis il y a d'autres travaux de Francis de Maroc qui disaient si c'est rentable, mais dans des cas très particuliers où il arrivait à soutirer donc des aides publiques pour le rendre rentable. Donc, c'est la question de la rentabilité économique aux conditions d'aujourd'hui, qui est faible. Ça ne veut pas dire que ça le sera tout le temps. Après, l'autre question qu'on peut se poser, parce que là on est très fortement lié au carbone, et j'y reviendrai après, c'est aussi quel est le bilan carbone de ces taillis à courte révolution. Et je n'ai pas non plus vraiment en tête, mais là j'avoue que je n'ai pas fait des recherches très précises de bilan carbone fort de taillis à courte révolution. Et en tous les cas, donc, ça pose effectivement la question de comment tout ça varie au cours du temps. Si ce n'est pas rentable aujourd'hui, est-ce que ça le sera? Si le bilan carbone est favorable aujourd'hui, est-ce qu'il ne sera pas défavorable demain ou inversement? Donc là, les conclusions que j'en tire, c'est quand même qu'il faudrait arriver à coupler analyse économique et technique dans tous ces problèmes d'innovation, et qu'il faut aussi adopter une analyse prospective pour bien distinguer ce qui relève d'une évaluation d'aujourd'hui, ce qui pourrait être une évaluation demain, et puis aussi pour prendre en compte la profondeur temporelle, c'est-à-dire les évolutions qui peuvent se produire, la rentabilité d'aujourd'hui dépendant des évolutions qu'il peut y avoir demain. Donc, alors, deuxième exemple, bioraffinerie. Alors là, je ne suis pas très spécialiste du domaine, mais ça me semble très intéressant. Je dirais qu'il est en accrochage aussi avec l'intégration précédente, d'une certaine façon. Donc il y a des innovations de produits et de procédés.
mais aussi de commercialisation et d'organisation, en raison du grand nombre de produits qui sont en cause, hein, de molécules en fait, qu'on peut produire, et donc des différentes chaînes de valeur, de l'organisation possible, des différentes chaînes de valeur à partir de ces molécules. Donc on peut commencer par extraire certaines ou en extraire d'autres. Alors j'ai repris un schéma qui avait dû être présenté par Xavier Desglises, j'espère qu'il il m'en voudra pas. Le but c'est pas de le lire, mais c'est de montrer qu'avec le bois, on peut faire tout un tas de molécules, c'est très compliqué, et que donc, suivant qu'on prenne le schéma dans un sens ou dans l'autre, on peut aboutir à des résultats très différents et répondre à des marchés très très différents. Et donc, là, c'est un cas qui me semble très intéressant aussi, pour introduire de l'économie, en fonction des marchés, pour pouvoir réagir aux demandes au moment où elles se présentent éventuellement, donc bâtir des chaînes de valeur qui soient assez souples éventuellement pour réagir aux variations du marché conjoncturelles, ou bien bâtir diverses chaînes de valeur pour répondre à divers marchés avec des techniques particulières. Donc le couplage entre les chaînes de production ou les chaînes de valeur et l'économie me semble très intéressant et il participe de la performance des procédés et de l'adaptation aux besoins du moment. Et donc je pense que c'est un domaine dans lequel donc, il faut vraiment coupler économie et production. Alors troisième exemple qui m'est relativement cher parce que je travaille beaucoup dessus actuellement, qui est celui de la régulation du climat. Alors là, c'est une innovation qui est très globale aussi, c'est-à-dire ça peut être à la fois du produit au sens du service qui est produit, des procédés, de la commercialisation et de l'utilisation. Elle est très fondée sur l'économie du carbone et donc ça relève du bois fatalement. J'allais dire, sous toutes ses formes, alors soit à travers l'évolution des stocks de carbone dans la biomasse vivante, le bois mort, le sol, soit à travers les émissions évitées par la production de produits en bois, le fait qu'on stocke un certain temps les produits et donc on retarde l'émission de carbone, soit parce qu'on évite des émissions en utilisant des énergies renouvelables. Alors, bon, j'ai ajouté ça très rapidement, en fait, c'était un peu pour répondre à la question qui se posait tout à l'heure sur l'énergie. Alors, je ne vous certifie pas les chiffres à 100%, mais je vous explique rapidement pourquoi j'ai ajouté ça. Alors, bon, d'abord, ici, c'est pour étudier les flux de carbone dans la filière bois, depuis forêt bois, donc depuis la forêt et la production brute, qui se décompose en mortalité, prélèvement et ce qui reste, ce qui s'accumule sur pied pour augmenter le volume de bois sur pied. Donc ici, il y a des millions de mètres cubes bois fortige et des millions de mètres cubes bois aérien total, c'est-à-dire il n'y a pas ce qui est racinaire, mais tout ce qui est aérien. Ce qui me permet, quand je me concentre sur les prélèvements en bois aérien total, de les décomposer en perte d'abattage, en bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. Et puis sur une partie de ces bois d'œuvre et bois d'industrie, il y a des produits qui sont générés. Et puis il y a une autre partie qui finalement ira plus ou moins à l'énergie, plus ou moins directement, y compris les produits en fin de vie s'ils sont brûlés. Alors il y a des produits qui peuvent en fin de vie être éventuellement mis en décharge, donc actuellement les chiffres de FCBA me semble-t-il donnent une proportion assez grande sur les produits qui sont mis en décharge. En fait on peut avoir des questions. Bon, toujours est-il, j'insiste pas trop là-dessus, mais mon idée là pour répondre à la question précédente, c'était on n'est peut-être pas obligé d'aller forcément dans le questionner tout le monde pour savoir quelle est la partie de bois qui est utilisée en énergie. Peut-être qu'avec un raisonnement global, on arrive plus rapidement à un ordre de grandeur qui finalement est peut-être aussi précis que si on a additionné des tas de réponses imprécises. Donc par exemple le chiffre de 44 millions de mètres cubes, la énergie, j'en suis pas absolument certain. Mais on peut plus ou moins le contrôler en raisonnant sur ce type de flux de bois.
Bon, je n'ai pas parlé du décalage temporel et du commerce extérieur, mais c'était juste pour donner quelques éléments là-dessus. Alors, rapidement, et mon but c'est encore de discuter, de vous montrer la nécessité de réfléchir globalement. J'ai essayé d'établir, alors c'est en cours d'amélioration, mais une évolution, des projections d'évolution du bilan carbone de la filière forêt-bois française sur les bases précédentes au cours du siècle qui vient, disons, ici sous changement climatique modéré en millions de tonnes CO2 équivalent, sous 3 types de scénarios de prélèvement. Donc un type, alors le petit pointeur marche, un type ici où on garderait un taux de prélèvement de 50 à 60% dont on vous a parlé précédemment, donc où le bilan augmenterait un peu, mais après finirait par diminuer du fait d'une baisse de production et surtout d'une augmentation de mortalité. Ici, un scénario où on augmenterait progressivement le taux de prélèvement jusqu'à 100% pour arriver à 100%, mais en 2100 seulement. Et puis ici, un scénario où on augmenterait le prélèvement beaucoup plus rapidement pour arriver à 100% en 2040. Donc le bilan carbone, on le dégraderait à court terme, donc c'est ce qu'on peut appeler une forme de dette carbone, mais elle serait remboursée qu'au-delà de 2100, ce qui peut être gênant et amener à réfléchir donc sur la façon dont on doit finalement exploiter le bois. C'est-à-dire que si on en reste à ce scénario de changement climatique modéré, on voit qu'il n'est pas forcément idéal pour le bilan carbone d'augmenter les prélèvements très vite aujourd'hui. Bon, après, on a vu qu'on a voulu les augmenter très vite en mettant plus de 20 millions de mètres cubes en 2020, que 2020 est bientôt là et qu'on n'a pas fait... on a peut-être fait 1 ou 2 millions de mètres cubes, et encore, j'en suis pas sûr. Enfin bon, c'est pas le résultat qui importe, c'est peut-être surtout le fait le mode de raisonnement, globalement, de prendre en compte aussi le carbone sur ce genre de choses. Et on y reviendra éventuellement plus tard après. Il me semble important d'avoir une vision globale de la forêt et du bois, qui inclut ici à la fois le service écosystémique de séquestration de carbone, on va dire, et le service anthropique de substitution ou d'émissions évitées, grossièrement. Donc des projections à long terme peuvent permettre de réfléchir. Alors une question se pose, je n'en ai pas parlé, c'est celui du prix futur de la tonne de carbone. C'est-à-dire que le schéma précédent, on va l'interpréter différemment, selon que le prix de la tonne de carbone augmente jusqu'en 2100, ou au contraire est très fort jusqu'en 2050 et après devient zéro parce qu'on a réglé nos problèmes énergétiques avec de l'hydrogène ou je ne sais quoi. Donc il y a des incertitudes effectivement là-dedans. Mais bon, des analyses de ce type-là, je pense, sont porteuses d'idées d'innovation. Donc par exemple, il en ressort que on peut peut-être mieux gérer le carbone en forêt pour limiter la dette carbone que je représentais, parce que ce n'est pas sur des moyennes qu'on va arriver à le faire. Là, c'est peut-être en définissant une sylviculture différente. Et puis par des idées de modèles en cascade. Donc par exemple, tout ce qui est substitution est bien meilleur si on arrive à empiler une substitution matériaux et une substitution énergie par derrière. Donc il faut aller peut-être dans ce sens-là, et l'analyse permettra de savoir jusqu'à quel point. Alors un dernier type d'innovation que j'avais pris là, c'était les paiements pour services environnementaux. Donc là, c'est une innovation de type produit ou au sens du service, plutôt que du bien évidemment, mais de temps en temps ça peut être du bien si c'est la récolte de champignons, et de la commercialisation. Donc c'est important pour sortir du syndrome de l'effet de sillage et de mon point de vue alléger la pression sur la récolte de bois. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas que les services rendus par la forêt et le forestier, surtout ceux rendus par le forestier, ne sont pas rémunérés en tant que tels, toute la pression porte sur la production de bois, et je pense qu'à la limite, l'offre de bois pourrait être plus importante ou le prix éventuellement plus faible si le forestier était rémunéré par ailleurs en quelque sorte. Donc c'est pas totalement indépendant du bois, et ça procède de l'économie d'ensemble. Donc c'est un facteur indirect d'innovation pour l'économie du bois.
Bon, les forestiers se sont fait beaucoup d'illusions, hein, à mon avis, là-dessus, et donc il faut garder en tête qu'en général, ce qui fonctionne, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire que si on rémunère quelque chose, ça sera pour les efforts supplémentaires qu'on fait pour aller dans le sens de la production du service. Ou une autre façon de procéder, c'est de distinguer service écosystémique, donc produit par la nature et dont on considère qu'il y a peu de raisons de le rémunérer, et du service anthropique qui, lui, est rendu par le forestier à la nature et que, lui, mérite d'être rémunéré. Mais donc, la valeur du service n'est pas du tout la même, suivant qu'on considère l'un ou l'autre. Donc c'est des cas très différents selon les services en cause, mais il me semble que c'est une innovation forte et importante dans notre domaine. Alors finalement, donc, il me reste 2 diapositives. Donc, pour la gestion forestière, je dirais que l'économie est quand même au cœur de l'innovation, et l'innovation accompagne la bioéconomie, que les 2 notions s'envisagent de façon large, dans le temps et dans l'espace. Bon, dans l'espace, on a parlé des circuits de proximité, par exemple, avant. Qu'il faut faire ce type d'analyse pour lever les bons verrous et engendrer de nouvelles innovations, c'est ce que j'ai essayé de montrer sur les quelques exemples. Et que pour moi, un facteur d'innovation est la capacité à raisonner globalement, et c'est un peu ce qui manque, et de façon multicritère, et donc en évitant d'être partiel et partial, si je puis dire. Alors du point de vue de la recherche, il me semble que ça doit nous conduire à plaider encore et toujours pour l'interdisciplinarité. Moi je pense que tout le monde en parle, mais personne ne l'a fait, enfin pour être un peu provocateur, puisque Pascal Tréboulot m'a incité à y être finalement. Donc c'est intéressant aussi d'articuler les échelles spatiales et aussi d'intégrer bien le phénomène temporel, donc de raisonner ni à court terme ni à très long terme, mais souvent plutôt à moyen terme, donc entre les deux, en couplant simulation et prospective, et puis pour finalement saisir les défis sociétaux que j'avais présentés au début. Donc merci et pardon d'avoir été un peu long.